Bonjour, merci aux personnes ponctuelles pour assister à cette table ronde. Docteur Aldéric Lécluse, vous êtes praticien hospitalier au sein du CHU d'Angers dans la filière neurovasculaire. Docteur Pujol, vous êtes médecin généraliste aux Essarts en Vendée. Et voilà Monsieur Allard qui arrive, qu'on ne présentera plus après cette table ronde, qui est représentant des usagers pour UFC Que Choisir au sein du CHU de Nantes. Bonjour à tous et merci pour votre participation. Très rapidement, on va poser les termes du sujet sur ce que ça veut dire. La coordination de parcours, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent dans nos différents travaux collectifs, dans nos différents débats, et sur suggestion très utile de Monsieur Allard pour la préparation de cette table ronde, je me permettrai de faire un petit rappel des termes du sujet. La HAS, dans une récente note méthodologique, a dénombré plus de 40 définitions différentes de ce que revêt la coordination des parcours de soins, et elle en propose une qui est synthétique. Elle dit que la coordination des parcours de soins, c'est l'organisation délibérée des activités de soins à un patient entre plusieurs acteurs du système de santé. Elle implique la mobilisation de personnel et de ressources nécessaires à la prise en charge du patient. Elle est gérée par l'échange d'informations entre les participants responsables des différents aspects des soins. Ça implique donc une connaissance des ressources disponibles quand on prend en charge, de où elles sont et de quel est leur rôle. Et ça implique de pouvoir échanger en permanence des informations. On va commencer par le représentant des usagers. Quand on évoque cette définition et ce défi de la coordination des parcours, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Moi, je vais trouver une meilleure définition. C'est celle qu'on trouve sur le site de l'ARS et qui prend la dimension usagée. Prise en charge du patient dans un territoire donné au plus près de son lieu de vie, avec une meilleure attention portée à l'individu et ses choix, et par les professionnels concernés. Donc là, je crois que vous avez donné une définition très technique, très professionnelle, c'est très bien. Et mon rôle, j'allais dire, de représentant de ces usagers, c'est de toujours rappeler dans les représentations que je peux avoir qu'il faut prendre en compte naturellement l'individu, mais j'en doute pas, et prendre en compte ses choix. Et c'est pas toujours évident. Alors, dans la coordination des parcours, au moment de l'évaluation du plan régional santé, là, le dernier, la CRSA, la Conférence régionale de santé et de l'autonomie, a participé à l'évaluation, et on a fait une évaluation auprès des usagers. 3800 personnes ont répondu au questionnaire. Et il y a deux chiffres qui m'ont interpellé et qu'on doit prendre en compte. Alors je ne les ai plus de mémoire, mais je vais les retrouver. C'est d'abord la question, est-ce que les patients disposent des informations nécessaires pour se repérer dans le système de santé? Eh bien, il y en a quand même 58% qui répondent oui, mais ça veut dire aussi qu'il y en a quand même 40% qui n'arrivent pas à se repérer dans le système de santé. Et c'est, si on veut faire de la coordination, donc il est important qu'on explique plus. Un autre chiffre qui m'a marqué, il n'y a que 37% des patients qui estiment recevoir les informations suffisantes pour bien gérer leur maladie au quotidien. 40% qui donc disent qu'ils sont bien informés. Ça veut dire 60% qui sont en manque d'informations. Et je crois que c'est deux points, lorsqu'on va parler de la coordination des parcours, qu'il faut prendre en compte par les professionnels. Et les professionnels, moi, dans mon jugement, ils font très bien leur travail, techniquement, mais quelquefois, et peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, il faut apporter de l'humain et des explications. Donc pour vous, le premier facteur de coordination d'un parcours de soins, c'est un patient qui comprend ce qui lui arrive, c'est un patient avec qui on a pris le temps d'expliquer ce qui allait lui arriver, avec qui on a fait de la pédagogie. Et qu'on a fait de la pédagogie. Alors, en prenant un exemple vécu et sur lequel on a beaucoup de témoignages dans notre association, c'est par rapport aux personnes âgées.
Personnes âgées, alors on lui dit il faut préparer votre arrivée, si vous arrive quelque chose, de vous organiser à votre domicile ou de réserver votre place à l'EHPAD. Vous savez, la personne âgée, elle ne veut pas penser à ça. Hein. Enfin, c'est très bien dans les documentations, ça. Donc le circuit, il est simple. Hein, il arrive quelque chose à une personne âgée, c'est urgence, 5-6 jours en médecine. Allez, disons, lorsqu'il y a une place, au maximum 28 jours en nécessaire. Mais après, la personne, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc, ça veut dire que... Et là, il y a souvent des incompréhensions. Alors, ça fait perdre beaucoup de temps d'explication. Il faut que, j'allais dire, les professionnels de santé, pas forcément uniquement les médecins, mais ceux qui sont dans l'organisation du séjour hospitalier, prennent bien en amont, et je vous garantis, ce n'est pas toujours fait, hein, cette situation avec l'aide des services sociaux et essayer de trouver des solutions avec naturellement la personne concernée et son entourage. Et sa famille, ça me paraît très important. Il y a un autre point que je voulais souligner et sur lesquels il y a absolument une amélioration à amener dans cette coordination de parcours, c'est la place de l'aidant. Et là, enfin, je vois un certain nombre de situations. Les aidants se donnent corps et âme pour leurs proches, ils sont à côté. Il faut et jusqu'à des points de rupture. Il faut être très clair. Et c'est une situation sur laquelle je crois qu'il faut être attentif. Il existe, alors l'enquête qui a été réalisée dans l'évaluation du PRS le montrait, c'est qu'il y avait environ 200 personnes qui ont répondu qui étaient aidants, et il n'y avait que 40% qui connaissaient les solutions de répit qu'ils pouvaient avoir, etc. Donc, c'est, je crois, dans la coordination des parcours, un point essentiel sur lequel il faut faire attention. Vous, docteur Lécluse, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Quelle réaction vous avez face aux propos tenus par M. Allard sur, au final, l'usager doit être au cœur de sa prise en charge pour que celle-ci soit bien coordonnée? Alors pour moi, la coordination a différents aspects du fait de mon activité, à la fois sur les coordinations très aiguës, sur des prises en charge très aiguës, urgentes, avec les coordinations des différents acteurs qui vont aller de l'ambulancier jusqu'au centre de rééducation, voire jusqu'au retour à la maison. Donc on voit tous les intervenants qu'il y a et les coordinations qu'il faut créer entre tous ces professionnels. Et puis on va voir les prises en charge, on va dire subaiguës ou chroniques, donc pour un problème de santé, X ou Y, comment intégrer le patient dans le parcours de soins. Et je pense qu'en effet, le patient a sa place et on la retrouve au fur et à mesure. On revient sur cette problématique. Alors, on parlait du choix du patient. Je pense qu'il faut que ce soit aussi un choix éclairé parce qu'on voit que de la médecine technique hyper spécialisée, j'ai une douleur dans l'orteil, il faut que j'aille voir le spécialiste de l'orteil. Ben, ça passe pas par là en fait. Le patient, il a un médecin généraliste aussi qui fait très bien son travail, qui va l'orienter vers le médecin si c'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas toujours besoin de voir un spécialiste. Mais s'il y a besoin, il faut qu'il ait accès à ce spécialiste. Donc après, il va falloir discuter des moyens de communication et des moyens d'échange entre nous et de la disponibilité. Et ensuite, on va avoir une éducation qui va se faire aussi du patient par rapport à sa pathologie. Et comme vous le disiez, en effet, les patients n'ont pas toujours à mesure des objectifs à surveiller, la surveillance pour des choses simples, de la tension, de la glycémie, des choses qu'ils peuvent faire au quotidien, sauf qu'on ne les a pas bien informés. Donc on voit depuis plusieurs années se développer l'éducation thérapeutique du patient, donc qui est quelque chose d'essentiel, donc qui se met en place, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, notamment en termes de financement et de prise en charge pour ces patients, puisque notamment un parcours ambulatoire d'éducation thérapeutique se fait sans bon de transport. Donc chez un patient âgé ou dépendant, comment s'organiser pour qu'il puisse bénéficier de cette éducation thérapeutique, le rendre autonome et acteur de sa maladie. Donc ça va être vraiment ce côté-là qui va être essentiel. Et donc au final, vous, dans votre exercice quotidien, les choses que vous identifiez comme étant déterminantes, c'est l'éducation thérapeutique pour certains types de besoins de coordination, parce qu'on voit bien que vous, votre position en tant que professionnel de santé, c'est de dire que les besoins ne sont pas forcément les mêmes pour toutes les situations. Et quand on est par exemple dans la prise en charge très aiguë
une filière que vous pratiquez, la filière neurovasculaire, on l'envisage différemment. Et vous, c'est-à-dire que vous donnez des rôles à chacune des personnes, à chacun des corps de métier, des établissements avec lesquels vous collaborez pour prendre en charge, par exemple, l'AVC sur votre département? Alors là, la coordination, elle va dès la prévention primaire, puisque c'est les campagnes de santé publique, déjà sur l'AVC, pour prendre le cas de l'AVC, qui nous ont permis d'améliorer les prises en charge, puisqu'on est à peu près à maintenant 75% d'appels SAMU pour des gens qui présentent des signes d'AVC, alors qu'il y a quelques années, l'appel au SAMU était exceptionnel et les gens se présentaient d'eux-mêmes aux urgences. Donc on voit qu'il y a une évolution chez le patient ou futur patient qui est éduqué. Par contre, après, nous, on a un vrai rôle dans le parcours patient où, en effet, on va coordonner l'action des pompiers ambulanciers, des SAMU, urgences, services de radiologie, services de neurologie. Et puis, on va aller au-delà de ça. On va aller jusqu'au SSR, au relais éventuellement avec les hôpitaux locaux. On en parlait tout à l'heure dans le cadre du GHT et des réflexions qu'il faut qu'on ait à avoir entre les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux, le lien avec les SSR, le lien avec les EHPAD éventuellement pour certains patients, et puis les solutions à domicile. Donc on va ramener le patient auprès de chez lui. Il faut aussi qu'il y ait du lien avec son généraliste, puisque tout le monde on va pas pouvoir revoir tous les patients, encore moins dans des délais qu'on jugera corrects. Et donc il faut vraiment qu'il y ait des liens d'échange à ce moment-là. Et c'est vraiment le patient qui va être au centre de tout ça et qui doit être bien éduqué pour savoir vers qui s'orienter au bon moment. Et ces liens avec le généraliste, concrètement, vous souhaiteriez ou vous les tissez comment? Concrètement, c'est quoi? Ça, c'est la grosse difficulté, puisque quand on parle de difficultés, notamment de secrétariat, avec des délais qui sont de plusieurs mois de traitement de courrier, je pense que là, le généraliste pourra nous confirmer que les temps de réception des courriers médicaux, donc on a des outils avec des courriers manuscrits ou intermédiaires, la communication, nous on est aussi sur des activités de permanence de soins, donc avec des gardes, des repos de garde qui vont retentir sur nos activités, nos délais de consultation du coup sont repoussés et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on parle de moyens de communication, il faut les moyens humains aussi derrière en termes médicaux, puisqu'il faut assez de médecins pour faire tourner une ligne de garde et aussi pour compenser les absences suite aux gardes. Il faut aussi assez de secrétariat pour absorber du coup les flux de données à transférer. Donc voilà, ça va être faut coordonner, mais il faut se donner les moyens de cette coordination tant humaine que technique. Vous, docteur Pujol, vous en pensez quoi quand vous entendez un PH de CHU dire ça? Oui, mais je suis content qu'on puisse effectivement reconnaître les difficultés. Après, c'est vrai que je rebondis sur ce que dit M. Allard. Et évidemment, en EHPAD, on a un peu l'habitude de ça, le projet de soins personnalisé. Donc c'est vrai qu'en coordination, le médecin coordonnateur dont je suis, c'est un peu le modèle de coordination, donc c'est un terrain d'étude un petit peu. Et donc on a l'habitude effectivement de mettre le résident, on va dire, mais il s'appelle aussi usager de la médecine, de la santé, au centre de ce qu'on va lui proposer, en fait. Donc, pour moi, la coordination, effectivement, il y a beaucoup de définitions. C'est au-delà de la coopération. Pour moi, je dirais un peu trois mots qui sont importants. C'est pour le généraliste de base, qui a un peu la tête dans le guidon, parce qu'on va retomber sur le problème de la démographie médicale et de l'accès aux soins dans certaines régions. C'est d'abord d'avoir de la clarté, parce qu'on est comme l'usager, Clic, Klein, Clan, Maya, Prado, Sofia, Azalée, TP, PASA, j'en passe, et on voit un flux de dispositifs, et c'est très bien, notamment quand il y a eu le plan Alzheimer, par exemple, il y a beaucoup de choses positives sont arrivées. Donc maintenant, GHT, effectivement, je crois qu'il y a eu un petit sondage, beaucoup de médecins sont incapables de vous donner les définitions des acronymes que je viens de vous citer, Donc on veut de la clarté, donc la clarté, ça passe peut-être par un répertoire bien fait, par de la communication, enfin voilà, ce sont des choses peut-être assez simples, mais voilà, d'avoir une espèce de choses bien posées et qui répondent à des besoins. La deuxième chose, c'est de la fluidité, parce que nous, on souffre de ça en médecine générale, c'est la fluidité du patient, enfin du cheminement du patient, et donc on retombe sur l'accès aux soins. Donc c'est l'accès aux spécialistes, c'est bien sûr l'accès à l'hôpital. Alors beaucoup de choses se sont améliorées, mais cette fluidité, elle est très importante quand on a 40 patients dans la journée avec des choses compliquées à gérer. Quand la fluidité est là et que la simplicité de la filière est là, c'est intéressant. Et puis le dernier point, c'est la plus-value qu'on en attend. Alors c'est pas en termes financiers, c'est en termes d'ergonomie de travail pour nous, puisqu'il
faut vraiment que ce soit efficace, efficient. Et pour le patient, effectivement, il ne faut pas qu'il se retrouve dans l'entonnoir des urgences parce que c'est la seule solution qu'on a pu trouver et qui est vraiment délétère. Bon, je pense aux personnes âgées essentiellement. Hein, voilà. Donc c'est 3 points importants. Si on arrive à les développer, on trouvera les outils après. Hein. Le bon téléphone marche encore. Voilà. Il y a 15 mois, ça fait 30 ans que je fais de la médecine. Donc avant, c'était les relations interpersonnelles un petit peu du spécialiste hospitalier. Donc c'était facile de placer le patient au bon endroit, le bon patient au bon moment, au bon endroit. C'était facile. C'est un peu plus compliqué, mais c'est donc le défi, je pense, de ce qui se passe. Enfin, j'ai fini. Je comprends parfaitement. C'est très technique, mais souvent le patient ne le comprend pas et toutes les difficultés qu'il peut rencontrer dans son parcours de soins. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de M. Albert? M. Albert, il habite dans une grande ville et mal au dos d'un seul coup en travaillant chez lui. Il appelle son médecin traitant, on lui dit « Désolé, pas de rendez-vous avant 48 heures ». Pourtant, il habite à 300 mètres. Hein, mais on lui répond « Vous avez une solution, SOS médecin ». Il a de la chance, il est dans une agglomération, il y a SOS médecin. Hein. Il serait en monde rural, comment ça se passerait, ça? Pas facile. Donc SOS médecin, on le soigne, et on lui dit bien de prendre rendez-vous avec son médecin traitant. Une semaine après, il a toujours mal, il va voir son médecin traitant, diagnostic, et on lui prescrit de passer un scanner. Et M. Albert, le médecin traitant l'oriente vers un établissement privé, ce qui est très bien, mais M. Albert, il est attaché à l'établissement public. Et c'est très bien. Il dit qu'il va essayer de prendre un rendez-vous au service dans un établissement public de cette grande ville. Il prend le téléphone, une fois, 2 fois, chaque fois le répondeur. Puis le répondeur, il est très gentil, hein, il y a de la belle musique, tout ça. Et puis on lui explique avec une voix d'hôtesse dans un aéroport. Oui, si vous voulez prendre un rendez-vous, vous passez ou vous nous envoyez votre ordonnance et on vous répondra, vous aurez un rendez-vous, on vous répondra dans les 8 jours. Alors que M. Albert, il est inquiet, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone de l'hôpital privé et il a eu le rendez-vous sur 3 jours. Alors moi, j'interpelle un peu les directeurs d'établissements qui peuvent être là. Ils devraient essayer un peu de prendre des rendez-vous dans leur établissement, de les tester. C'est pas facile, mais vous voyez, alors on sait toutes les difficultés qu'il y a, mais dans un monde où il y a des technologies de plus en plus modernes de prise de rendez-vous comme ça, est-ce qu'on peut trouver quand même quelque chose qui ait plus d'accessibilité? Alors c'est peut-être une anecdote, il y a toutes des difficultés, mais vous voyez, enfin, de SOS médecin, ce parcours, c'est ce que vivent les patients et les usagers, et ils ont du mal à comprendre, et ils deviennent très critiques par rapport à ça, alors qu'on a, il faut bien le reconnaître, en France, une médecine d'excellence. Mais c'est tout ça qui les interpelle. Et au final, recourir à des outils, il y a beaucoup d'établissements publics qui se sont posés ces questions, qui ont fait ces constats de non-décroché, etc., avec des constats aussi de non-envoi, de compte-rendu d'hospitalisation qui posent des problèmes en termes de coordination. En termes de nouvelles technologies, ça peut, entre guillemets, être un salut pour apporter des solutions, parce qu'on ne pourra pas forcément recourir à plein de recrutements comme on le souhaiterait, enfin comme le souhaiteraient les acteurs de terrain pour pouvoir le faire. Des choses comme Doctolib, des choses comme des envois automatisés de compte rendu d'hospitalisation, voire des accès, des portails en ligne pour avoir des informations sur le dossier du patient. Ça, c'est des choses que et usagers et médecins attendent, tant généralistes que usagers. Moi, je pense que c'est essentiel. Enfin, moi, j'ai une activité principalement d'urgence. On va dire, dans le cadre de l'urgence, hormis les patients qui sont déjà passés sur notre établissement, la plupart du temps, on n'a aucune information. Si notre patient est aphasique par ailleurs, qu'il n'y a pas de contact, on a 0 information à l'arrivée du patient. Donc un dossier partagé avec un outil, un support auquel tout le monde puisse se connecter serait pour nous essentiel, en effet. On voit l'importance pour nous d'avoir un dossier patient
dans la gestion de ces cas-là. Mais il y a quand même des freins. Hein. Enfin, j'ai connu les expérimentations du DMP 2007-2008 dans les Pays de la Loire. Les freins, tout le monde dit que c'est très bien, mais on a énormément de mal à le faire. Et à mon avis, il y a une petite chose qui gêne un certain nombre de professionnels de santé, c'est que le dossier, alors maintenant il est plus personnel, il est partagé, il est géré par l'assurance maladie, ça va peut-être s'améliorer, hein. C'est que le patient a accès, c'est ça le grand principe, et à mon avis il y a un certain nombre de freins de voir le patient qui puisse avoir accès à tout moment à ces données de santé. Je crois que ça n'a pas encore été admis par tous les professionnels. Alors maintenant, la loi de 2002 a prévu qu'on avait accès au dossier médical, hein, ça indiscutablement, mais il y a une certaine procédure. Là, ça me semble plus difficile et je ressens un certain nombre de freins. Et alors pas forcément pour renforcer votre propos, mais pour peut-être l'agrémenter, c'est vrai qu'on a parfois aussi voulu mettre en place des dispositifs, les messageries sécurisées par exemple ou autre type de choses, mais en fait on s'aperçoit que quand on les met en place, les professionnels de santé les utilisent pas forcément. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui nous a manqué dans la mise en place de ces outils en commun pour au final transformer l'essai? Monsieur Pujol. Je pense que les médecins ne sont pas du tout, bien sûr, dossier partagé, on est tous d'accord, il faut quelque chose d'efficace, d'efficient et de sécurisé quand même. Et c'est vrai qu'au nom de la sécurisation, les messageries, il faut qu'elles soient agréées, donc on en a 1, 2, 3, 4. Bon, Happy Crypt, Planète Santé pour l'hôpital, mais enfin, donc après il y a une bataille d'agrément dans ces outils-là, donc il faut une fois pour toutes peut-être choisir quelque chose qui soit valide, et voilà, pour moi c'est de la tuyauterie, mais c'est indispensable au XXIe siècle de se servir de ces outils, parce qu'on va évidemment gagner du temps. Après, pour tout ce que vous avez cité en premier, d'Autolib, etc., enfin ça c'est de la gestion d'agenda, donc je pense qu'on peut effectivement, moi je m'en sers partiellement, donc la gestion d'agenda c'est très bien, l'agenda est accessible. Pour prendre rendez-vous avec vous aux Essarts, je tape sur Doctolib. Non, c'est un secret téléphonique, mais ça pourrait être la même chose avec un code. Mais à ce moment-là, on n'a plus la main justement sur la notion d'urgence, de semi-urgence et tout, puisque quand votre agenda il est plein, que fait le patient, le 45e patient de la journée, où il va s'inscrire, donc ça va passer au lendemain. Donc c'est bien pour la gestion d'agenda tout venant pour du non-urgent. Voilà. Après, le réel problème, il est pour des avis spécialisés. Nous, quand on a besoin d'un avis hospitalier auprès d'un spécialiste, c'est là où on a beaucoup à travailler, c'est cette fluidité. Quel outil on utilise, comment. Alors, moi, c'est encore le téléphone ou le mail, hein, parce que voilà, c'est mêlé à l'hôpital. Le collègue va me remêler dans les 2-3 heures qui suivent. Enfin, voilà, on a des outils simples qui permettent voilà, de prendre une décision pour ce patient et pas le laisser dans un parcours incertain avec un point d'interrogation et de le rappeler quand. Et après, le problème des urgences. Mais en France, le problème des urgences, je pense qu'il est, enfin, voilà, il est relativement cadré avec la régulation, avec la permanence des soins. Enfin, il y a quand même eu des avancées là-dessus, quoi. Vous êtes d'accord, docteur Lecluse? C'est relativement cadré. Sur les outils de communication, c'est vrai que moi, pour les boîtes mail, je dirais que ça marche de plus en plus. Je pense qu'on évolue. C'est vrai qu'il y a les boîtes Happy Crypt, il y en a différentes. On voit sur notre établissement, par exemple, il y a de plus en plus de dématérialisation. Donc, c'est-à-dire que les comptes rendus peuvent être adressés directement par email aux médecins généralistes. Donc, en plus d'être écologique, ça permet de gagner aussi en temps de communication. Il n'empêche qu'à la base, il faut quand même que le compte-rendu soit fait, qu'on ait du temps de secrétariat pour ça, etc. Donc ça va être un outil supplémentaire, ça ne va pas tout résoudre, le numérique, mais on sait que le fait de faire des observations informatisées, des comptes-rendus informatisés, on a des outils qui nous permettent de créer des comptes-rendus à partir des observations. Donc on gagne du temps avec tous ces outils-là. En termes d'accessibilité aux soins et aux spécialistes, on est les premiers à regretter nos délais de consultation. Hein. Pour certains d'entre nous, on est à 6-9 mois pour des consultations simples, hors urgence. Donc j'entends bien le hors urgence, puisqu'on a tous évolué dans nos différentes spécialités, notamment les spécialités médicales, ce que je maîtrise le plus sur mon établissement, où on a créé des lignes d'astreinte téléphonique qui sont disponibles, par exemple pour la neurologie H24, hein, donc depuis le 1er avril, on a différentes lignes. Donc on a une ligne d'urgence SAMU qui est dédiée à tout ce qui est alerte AVC, et on a une deuxième ligne en parallèle qui est H24 également ouverte,
qui aboutit directement sur un senior de neurologie, donc ce n'est pas sur un interne, pour des avis urgents ou semi-urgents de médecins généralistes, d'autres établissements périphériques, d'autres services, et qui permet comme ça d'apporter une réponse, de prévoir ou organiser un suivi, une consultation, une hospitalisation si nécessaire, ou éventuellement de ne pas prévoir une consultation si au final un simple avis téléphonique suffit, puisque des fois ça peut être juste un simple avis téléphonique. Et là on a un vrai gain de temps, un vrai gain de qualité du service rendu, je pense, pour le patient et pour les médecins. Et pour aussi améliorer cette coordination, donc il y a la question des télécommunications, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, vous avez un peu évoqué le fait que des médecins, il n'y en avait pas forcément assez, et est-ce que justement il ne va pas falloir essayer de réfléchir à comment déléguer des tâches et faire évoluer les parcours professionnels pour faire évoluer les parcours de soins, avec notamment des pratiques avancées paramédicales? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous semble souhaitable, tant en termes de confiance de l'usager vis-à-vis du système de santé, que de médecin qui est prêt à déléguer vis-à-vis d'une infirmière qui est très expérimentée dans un secteur, un suivi de patients avec une télésurveillance, quelques consultations, de l'éducation thérapeutique? Ça c'est quelque chose aussi, c'est un levier qui vous semble souhaitable? Enfin, pour nous, association d'usagers, on est pour justement ces délégations, hein, et en particulier médecins infirmières. Je crois que le frein, il vient surtout des professionnels de santé lorsqu'on pose la question. Mais il n'y a pas que vers les infirmières. Hein. Il y a regardez les difficultés qu'ont eu les pharmaciens pour aller vers l'éducation thérapeutique. Alors peut-être que ça pose des principes. Moi, je ne suis pas un technicien des diplômes et tout ça. Mais enfin, les ophtalmos ont en partie aussi délégué, mais on est souvent encore au stade des expérimentations. Hein. Et ça, c'était la loi HPST de 2000, je ne sais plus combien, c'était Madame Bachelot qui était ministre, 2009. Il y a 8 ans, regardez comment on a avancé, alors que la volonté était quand même d'aller assez vite pour répondre effectivement au temps disponible des médecins et, j'allais dire, apporter des petites solutions à la certification, aux emplois du temps chargés des médecins. Enfin, les freins, à mon avis, ils sont surtout vis-à-vis des professionnels. Ce que je voulais dire, c'est pour la prise, moi j'ai soulevé la prise de rendez-vous. Hein. On comprend qu'éventuellement on peut avoir 2, 3, 4 mois. C'est l'organisation de la prise de rendez-vous, qu'un patient veut prendre un rendez-vous. Je vous dis, c'est difficile ce chemin de croix, hein, pour être très clair. Et puisque, je le redis, hein, il y a des dirigeants d'établissement là, faut se pencher là-dessus. Non mais, ouais. Message reçu aux dirigeants d'établissement dans la salle. Non, bien sûr. Après, sur les prises de rendez-vous, hein, faudra toujours un courrier ou des choses comme ça pour justement mettre à bon escient le bon patient au bon moment, au bon endroit. Et c'est là tout un travail de régulation et de coordination de parcours, justement, pour permettre l'accès à tous. Et justement, les pratiques avancées paramédicales pour améliorer cette coordination, vous, c'est quelque chose qui vous semble souhaitable ? Tout à fait. On a l'expérience des infirmières azalées, voilà, qui font de l'éducation, diabète, insuffisance cardiaque, qui pourraient faire de l'évaluation cognitive. Hein. Oui, je ne sais pas si ça vient réellement. Il y a peut-être des résistances ou des freins des médecins, probablement, où il y a eu. Après, il y a comment c'est financé. Hein, je ne sais pas. Donc, parce qu'il faut que les financements, si on veut que ce soit une échelle intéressante, s'il y a 2 infirmières azalées dans un département, ça n'avancera pas beaucoup. Oui, mais je pense que c'est à développer tout à fait. On est preneur. Enfin, en tout cas, moi, je suis preneur. On a déjà des expériences, hein, de ces actes paramédicalisés spécialisés. Hein. On peut le voir sur les SAMU, puisqu'on parlait tout à l'heure des modalités de transport SAMU, puisqu'on partait toujours d'une ambulance SAMU, c'est un ambulancier, un infirmier, un médecin. Mais on travaille sur des protocoles où il y a uniquement un ambulancier et un infirmier. Nous, on a protocolisé ces prises en charge de manière à justement libérer le temps médical, comme vous le disiez, qui n'est pas extensible, oui, voilà, et pas aussi important qu'on le souhaiterait, pour des soins qui ne justifient pas de manière systématique un médecin sur place. Dans nos services, on utilise également le temps paramédical pour des actes d'éducation thérapeutique ou de consultation. La consultation post-AVC a été créée suite à la circulaire des GOS 2015, avec un temps qui est bien spécifié, paramédical et médical. Alors, c'est pas que le paramédical
paramédical fait le boulot du médical, mais c'est vrai qu'il y a une vraie complémentarité dans la prise en charge et notamment dans la relation patient et dans l'échange. Le patient se sent souvent plus proche du paramédical que du médecin, sans pouvoir plus échanger. Et quand il a déjà échangé avec un paramédical qui va voir le médecin, il est plus à même d'échanger. On n'a pas du tout la même relation dans ces consultations-là que dans nos consultations habituelles. C'est intéressant. Autre élément, pour vous, Monsieur Allard, vous êtes très investi dans les indicateurs qualité. Vous réfléchissez nationalement dans des organisations pour ça. Comment vous voyez le fait qu'avec les GHT, et notamment avec une perspective de certification commune à horizon 2020, on pourra améliorer la coordination des parcours, et notamment en inter-établissement? D'accord. Oui, sur les indicateurs de qualité, moi, je trouve qu'on les utilise, enfin je répondrai tout sur les GHT après, hein. Je trouve que dans les établissements, on les utilise mal comme voie de progrès et que c'est difficile. Alors moi, j'entends souvent, on a mis en place Scope Santé, qui les usagers peuvent aller consulter les indicateurs des établissements. Alors peut-être que le site n'est pas bien fonctionnel, mais il donne 24 heures sur 24 des indicateurs de qualité de tous les établissements, les résultats de certification. C'est à mon avis mieux que les classements de l'Express ou du Point, et donc ça donne des photographies. Et je le dis très franchement, des fois je suis déçu, inquiet du peu d'attention que les établissements portent à ces indicateurs. Ils sont publics et qu'on ne recherche pas des voies d'amélioration. Alors je sais que c'est pas... et on a tendance un peu à les critiquer d'ailleurs, de la manière dont ils sont calculés. Et pourtant, la FHF participe au comité de pilotage et donne son avis sur la conception de ces indicateurs. Alors moi, il y en a un qui m'agace, on n'arrive pas à progresser, c'est les lettres de sortie, qui étaient prévues sur 8 jours. Et maintenant, il doit y avoir la lettre de liaison, doit être fournie le jour même et transmise au service, enfin à l'établissement ou éventuellement le patient, et également transmis au médecin traitant et donné au patient. Alors, je ne sais pas quel résultat, mais j'entends, c'est impossible, c'est trop difficile, tout ça. Enfin, je pense que si on veut améliorer la coordination, il faut transmettre les informations rapidement. Et donc, cet indicateur, ce suivi d'indicateur sera très important. Alors, avec les GHT, effectivement, j'espère que ce sera un outil pour améliorer la qualité. D'abord par des échanges d'expériences, de progrès sur la qualité et les indicateurs de qualité, les examens aussi des indicateurs recueillis auprès des usagers, comme ISATIS, hein, qui est en déploiement et qui donne, à mon avis, le ressenti des usagers, comment ils ont été pris en charge dans l'établissement, en particulier des indicateurs, par exemple, sur l'écoute qu'on a vis-à-vis de l'usager. Et puis, dans les GHT, à mon avis, il y a une instance qui est mise en place, hein, c'est le comité des usagers, et qui représente, dans lesquels, au moins pour le GHT 44, les représentants titulaires des commissions des usagers sont présents. Ça doit être un lieu d'échange, aussi de travail sur ces indicateurs et des voies de proposition pour améliorer la qualité dans les établissements. Vaste programme. Vaste programme. Et le médecin généraliste, il consulte Scope Santé pour justement avoir accès à ces indicateurs, pour adresser ses patients, pour voir si... Non, je les vois affichés des fois quand je rends visite à la famille dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Non, je les connais pour avoir travaillé en SSR pendant près de 20 ans aussi, donc c'était le début de tout ça. Non, il n'y a probablement pas assez d'importance, mais je pense que c'est un élément de transparence, je veux dire, donc qui est important. Il faut pas le négliger du tout, quoi. Mais c'est vrai qu'on a un gros effort à faire sur ce lien ville-hôpital. Enfin nous, mais des deux côtés, hein. Donc les lettres de sortie, je pense que c'est très compliqué effectivement de les avoir dans la journée, même s'il faut tendre vers ça.
le plus possible. La loi a été votée. La loi est votée, mais il y a beaucoup de choses. Il faut faire une différence entre courrier de sortie et lettre de liaison, comme vous le précisez. Tout à fait, c'est pas la même chose. Après, je ne connais pas les pratiques dans les autres services, mais en tout cas sur notre établissement et sur notre service, la lettre de liaison est systématique à la sortie. Il n'y a pas un patient qui sort sans lettre de liaison. C'est comme les ordonnances, c'est comme le reste, les ordonnances de traitement, les ordonnances d'imagerie. Tout ça, le patient sort avec et il est hors de question qu'un patient sorte sans lettre de liaison, puisqu'en effet, on connaît nos délais de secrétariat. Alors, délai de secrétariat, j'entends bien, délai de réalisation du compte-rendu, de frappe par la secrétaire et de validation par le médecin. Donc, il n'y a pas que les secrétaires, il y a un peu tout le monde qui contribue à ce retard. Et on travaille dessus, mais la lettre de liaison, par contre, est systématique parce qu'on connaît justement ce retard. Donc, il y a au moins une page A4 minimum à la sortie d'information. Elle est remise au patient. Elle est remise sous enveloppe au patient. Comme une ordonnance. Tout à fait. Avec l'ordonnance, oui, c'est important. Et justement, avec les GHT, les établissements, ils doivent travailler dans le cadre de filières au sein de leurs projets médicaux partagés, et ils vont sans doute être amenés à bâtir des parcours patients inter-établissements. C'est-à-dire que voilà, j'ai remarqué que telle filière était un peu embouteillée. Pour apporter un peu plus de fluidité, je vais peut-être aller voir tel ou tel établissement, contractualiser avec eux que si je lui envoie prioritairement mes patients. Dans le cadre d'une filière fluide, je lui assure un recours à l'expertise si jamais en soins de suite l'expérience se gâte, etc. Et ça veut dire peut-être qu'on va vers des parcours inter-hospitaliers de plus en plus définis, peut-être un peu moins connectés avec les réalités ou les proximités géographiques, mais ça peut potentiellement être une solution. Vous, d'un point de vue de votre exercice concret au quotidien, c'est quelque chose que vous verriez d'un bon œil ? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, ça peut être des établissements un peu recours, enfin voilà, qui soient des centres de ressources. Et ça peut être un SSR, ça peut être les consultations avancées. C'est pareil, on est très preneur, par exemple en EHPAD, que une problématique un peu subaiguë soit prise à l'hôpital. Une fois, on ne peut pas faire autrement, mais de très vite appliquer le traitement en EHPAD ou à domicile. Donc ça c'est une bonne solution de faire une hospitalisation très courte et derrière, en coordination, continuer les traitements. Bien sûr, c'est une voie, je pense, très importante. Ouais. Et pour le neurovasculaire, c'est un petit peu ce qu'on a fait au final. Nous, on est allé au-delà du cadre du GHT, puisque les filières AVC sont sur l'ensemble de la région. On a des liens de télémédecine avec Château-Gontier, alors qu'on est le 49, mais avec toute la Mayenne. On a des liens de télémédecine avec Le Mans également pour renforcer les équipes sur place. Et puis sur notre GHT avec Cholet, et on l'espère prochainement avec Saumur. Donc déjà, on a ces liens de télé-AVC de manière à vraiment améliorer la prise en charge du patient au plus près de son domicile. L'objectif étant qu'il y ait un transfert secondaire sur le CHU, puisque d'un point de vue médico-légal, tous ces patients qui sont pris en charge en urgence pour un AVC, dans le cadre d'une thrombolyse ou thrombectomie, seront transférés en UNV sur un CHU, mais ensuite sont retransférés sur l'hôpital local dès que la situation médicale le permet. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail de coordination entre les centres hospitaliers et ensuite avec également les hôpitaux locaux ça a pu être abordé dans les discussions précédentes, ouais. Mais le lien avec les hôpitaux locaux se refait, on redécouvre entre guillemets les hôpitaux locaux. Il n'y a pas que les CHU et les centres hospitaliers, les deux principaux centres hospitaliers que sont Saumur et Cholet sur le 49, mais il y a aussi tous les hôpitaux locaux qui par ailleurs ont également des services le plus souvent de SSR associés. Et donc on a toute une fluidité dans le parcours patient qu'on est en train de recréer, sur laquelle on travaille, et je pense que le projet médical partagé du GHT nous a permis de reprendre progressivement ce travail et ces liens qu'on tisse avec, on le voit, des échanges de plus en plus faciles. Nous, on a mis en place une réunion pluridisciplinaire à visée sociale, médico-sociale, donc hebdomadaire, où participent par exemple les médecins du centre de médecine physique et rééducation, mais également certains médecins des centres de soins de suite des SSR. Et on voit que depuis que cette réunion s'est mise en place, nos liens et nos relations sont de plus en plus forts, avec des délais de sortie qui sont raccourcis, mais aussi des possibilités que le patient revienne chez nous plus facilement parce qu'il y a des interlocuteurs privilégiés. Et même si on passe sur des filières, les relations interpersonnelles restent quand même au centre de l'échange, et on voit que ces filières recréent de l'échange, les gens se connaissent, on arrive à mieux travailler ensemble et le patient gagne dans ces échanges.
Vous, c'est une vision que vous partagez? Je partage la vision que vous venez d'expliquer, hein, puisque dans les définitions que j'avais lues tout à l'heure de l'ARS, c'était au plus près de son lieu de vie, et c'est possible. Néanmoins, je pense que par rapport aux hôpitaux locaux, qui font un excellent travail, il y a à leur redonner une image dans l'interprétation que peuvent avoir les patients et les usagers. Parce que souvent, il y a encore une image un peu vessuve, c'est surtout les personnes âgées qui y vont et tout ça. Il y a quelque chose, et je crois qu'il y aurait intérêt dans la communication à travailler sur maintenant le rôle des hôpitaux locaux, que c'est des bons relais, qu'on sera près de chez soi, les amis, la famille pourront venir éventuellement si on est hospitalisé. Et donc, enfin, je pense qu'il y a un effort de communication sur le rôle de ces hôpitaux locaux à faire. Je pense que vous avez raison en termes d'information et d'éducation du patient, puisqu'on est parti sur la médecine très technique, de plus en plus technique, de plus en plus hyper spécialisée. Donc pour beaucoup de patients, et notamment les plus jeunes, il n'y a que le CHU. Il faut être très honnête, hein, qu'on habite dans le 49 à Cholet, Saumur, Segré, n'importe où, c'est le CHU, et quand faut aller voir un spécialiste au CHU. Alors que, et même dans les services d'urgence, il faut aller aux urgences à Angers, même si on habite à Saumur, etc. On le voit dans les régulations SAMU, où des patients refusent d'être orientés sur le service d'urgence de proximité, du fait d'images vieillissantes, anciennes, alors que les choses ont beaucoup évolué. Et je pense qu'il y a tout un travail à refaire dans le cadre de l'organisation de la santé d'une manière générale, sur la valorisation des établissements, quels qu'ils soient, et en montrant bien qu'on remet des moyens aussi dans tous ces établissements, puisque les CHU ne peuvent pas tout absorber, ce n'est pas des solutions de proximité, et il y a également des praticiens et des praticiens spécialisés au sein de tous les établissements qui sont en lien avec les centres d'hyperspécialité. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler auprès du patient sur ces images-là. Vous, c'est quelque chose que vous attendriez, docteur Pujol, qu'au niveau du GHT 85, on vienne vous voir, vous présenter tout ce qu'on fait. Le GHT 44, on ne l'a pas fait non plus, hein, mais c'est vrai que les GHT ont travaillé sur leurs projets médicaux partagés, sur leurs projets à eux. Après, maintenant, c'est vrai qu'il va falloir s'ouvrir, il va falloir le faire connaître, ce projet, les interdépendances qui sont en train de se tisser. Comment vous attendez qu'on communique auprès de vous là-dessus ? Je suis le seul généraliste, là ? Dans la salle, je ne sais pas, mais sur scène, oui. D'accord. Oui, je pense que c'est une attente. C'est une attente. Après, c'est très difficile par expérience, effectivement, de coordonner beaucoup de choses. Nous, en EHPAD, pour faire des réunions de coordination gérontologique qui sont inscrites dans la loi aussi, on compte les médecins sur les doigts de la main, quoi, qui viennent, pour des raisons de disponibilité. Hein, je ne les attaque pas, je suis généraliste aussi, donc je sais les difficultés, quoi, de venir. On a tout essayé sur les horaires, quoi, sur les 20 minutes de repas du midi, sur le soir, sur 21h le soir, 22h le soir, c'est compliqué, quoi. Donc il y a quand même ce problème réellement de démographie médicale et donc de disponibilité. Voilà, les médecins ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas envie de venir. Ils ne viennent pas parce que leur journée de 14 heures peut-être les a un petit peu fatigués. Et il faut revenir à ce qui a été dit, donc ce que disait le professeur Barrière en début d'après-midi, ce soit très intéressant. C'est essentiellement un problème sociologique. Hein, moi, je vais vous dire, mon filleul passe sa thèse du côté de Bordeaux dans un mois. C'est un bosseur, il veut bosser en campagne 12, 13, 14 heures par jour, mais il veut bosser 3 jours et demi par semaine. Et son épouse, pareil. Donc il faut revoir ça, et ce sont des gens qui ont quand même la vocation de faire de la médecine rurale, quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut l'intérêt, parce que il faudra recruter aussi les hôpitaux locaux, il faut aussi valoriser les médecins qui y travaillent. Je pense qu'il y a ce problème de recrutement. On en a parlé. Il faut renforcer toutes ces équipes. Il faut renforcer les équipes. Et en effet, on a voulu longtemps renforcer les CHU, créer des filières dans différents domaines, hein, quels qu'ils soient, que ce soit en médecine, en chirurgie ou autre. Étant jeune, on est tous toujours intéressés par le toujours plus et toujours plus loin et l'hyperspécialité, sauf que les places seront quand même limitées, et il y a un enjeu de santé publique derrière qui fait qu'il est important de répartir les effectifs médicaux. Après, il y a un problème de démographie médicale qui fait que on n'est sûrement encore pas assez de médecins sur le terrain, et on verra ce que donneront les années à venir. Mais il va falloir vraiment orienter cette démographie de manière à répartir les effectifs et l'offre de soins. Très bien.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de passer la parole à la salle pour la vingtaine de minutes qui nous reste? Je ne sais pas s'il y a des questions. Si, il y en a une au fond. Merci. Thierry Hannet, ingénieur conseil réseau télémédecine de la région des Pays de la Loire depuis 2003. J'avais une question vers M. Lécluse, qui est un collègue angevin. Pensez-vous qu'à travers votre formation, on a traité le sujet communication e-santé, donc messagerie sécurisée ou télémédecine? Vous avez cité les applications télémédecine pour le GHT 49 qui ont été initiées il y a 10 ans, mais à travers votre cursus, avez-vous eu la chance d'évoquer ce sujet? Comment utiliser des solutions de messagerie sécurisée ou des solutions de télémédecine? Je pense que c'est un point important, former les praticiens à ces moyens de coordination. Alors, je suis désolé, mais on a eu énormément d'échos et je pense qu'on... Ouais, on n'a pas très bien entendu. Je vais tenter de reprendre. Oui, j'avais une question sur les enjeux de formation des professionnels de santé. Donc, question destinée à mon collègue angevin, M. Lécluse. Vous avez cité les applications de télémédecine pour le GHT 49 qui ont été initiées à peu près il y a 10 ans. Est-ce qu'à travers votre cursus de formation, on a évoqué le sujet de la e-santé, donc messagerie sécurisée ou des moyens de télémédecine? Pensez-vous que ce sujet est suffisamment abordé dans votre formation aujourd'hui? Est-ce que les médecins sont suffisamment sensibilisés dans leur formation aux questions de e-santé? Alors moi maintenant, c'est ça, monsieur. On va dire la formation initiale, elle commence à remonter, même si je suis jeune, à quelques années. Donc ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Les concepts, je pense, alors là je parle sous réserve des enseignants, puisque moi je fais peu d'enseignement, les concepts de télémédecine, de e-santé, bien sûr rentrent dans la formation. Maintenant, on voit très bien à ce jour, hein, les outils sont encore au stade d'élaboration, donc je pense que l'enseignement qu'on peut faire avec ça, on n'a pas encore d'expérience ou d'outils fiables. On sait, nous on a l'expérience du télé-AVC qui est développé maintenant sur l'ensemble du territoire national, avec des reculs d'expérience, un fonctionnement. Après, sur des outils plus poussés, on est quand même sur le stade de l'expérimentation à ce jour. On a vu la télémédecine en psychiatrie juste avant. Donc c'est des mesures qui sont abordées en formation initiale, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une formation spécifique à cela. Ça va rentrer dans les mœurs et dans l'activité de tous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, donc Géraldine Roy, déléguée régionale pour le médico-social. J'avais une question. On a bien évoqué finalement les points de rupture dans la coordination du parcours. Souvent, c'est quand la personne se situe à domicile. On voit qu'au sein d'une institution, la coordination s'organise au sein des GHT. Quand une personne arrive en établissement, la coordination également se met en place. Et la difficulté, elle est finalement sur le domicile. Donc il y a des solutions qui sont recherchées, comme les gestionnaires de cas. Théoriquement, c'est le médecin généraliste qui est la cheville ouvrière de ce parcours. Mais on voit bien qu'il y a des problèmes de démographie médicale. Donc est-ce que vous avez entendu parler de projets qui permettraient de développer la coordination par des personnes type gestionnaire de cas? Et est-ce que vous pensez que ça a de l'avenir? Qui répond? Oui, la gestion de cas, bon, elle est déjà en place, effectivement. C'est en fait le développement de l'outil de communication qui est important, hein. Mais le problème, c'est le présentiel du médecin généraliste. Que ce soit dans les réunions, par exemple, même de clics, quand des cas pratiques de patients sont abordés, et il n'y a pas de présentiel du médecin traitant. Les horaires ne correspondent pas, c'est très compliqué à organiser. Ça marche un petit peu mieux avec les réseaux de soins palliatifs et d'HAD, par exemple. Parce que là, on est peut-être dans des cas un petit peu plus... Donc là, je pense que le médecin prend sur son temps, parce que tout ça, c'est à domicile en général, hein, au domicile du patient, donc prend le temps, mais c'est vrai que Click, Maya, c'est compliqué, voilà, de pouvoir débattre pendant une heure d'un cas. Donc au niveau présentiel, c'est pas possible, donc il faut se servir des outils aussi.
Donc voilà, d'avoir le retour et de se servir d'outils, moi je pense au mail, hein, vraiment à l'informatique simple. Et les projets de plateforme territoriale d'appui qui commencent à fleurir sur certains territoires. Il y en a une qui a été ouverte en Isère, une autre qui a été ouverte dans les Landes. Et l'objectif, c'est qu'en gros, des professionnels de santé, alors pas forcément médicaux, mais puissent apporter une expertise, un appui à la coordination, justement pour les médecins généralistes. Vous, c'est quelque chose que vous aimeriez voir développer dans la région ? Oui, je pense que c'est une piste, effectivement. Comme on pourrait voir se développer, par exemple, un généraliste dédié, mais encore faut-il lui donner donc le temps. Parce que dans les nouveaux exercices, ces jeunes qui vont travailler 3 jours et demi, peut-être auront-ils envie de consacrer une demi-journée dans leur pôle santé ou dans leur territoire au relationnel, par exemple, avec l'hôpital. Hein, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut créer une personne dédiée à l'hôpital qui coordonnerait une filière d'accès. Voilà. Donc je pense que oui, il y a des pistes à suivre et ouais, on est demandeur. Je pensais surtout pour les cas complexes, les polypathologies et tout, sans faire redondance avec des réseaux qui existent déjà, voilà, par pathologie, quoi. Hein. Oui. L'attente, enfin dans l'évaluation du PRS, hein, toujours, hein, l'attente, c'était que le médecin généraliste joue un rôle dans la coordination, c'était cette expression. Mais les personnes interrogées disaient les freins, hein, de la disponibilité, et puis peut-être aussi de bien connaître toutes les techniques, par exemple, qu'il y a à l'hôpital. Par exemple, le traitement du cancer évolue régulièrement et il est difficile de se tenir au courant. Donc c'est réellement l'attente. Moi je pense néanmoins que lorsqu'on met des maisons pluridisciplinaires d'une taille importante, alors je sais, ça enlève les médecins des petites communes, ça met en jeu les pharmacies, mais c'est difficile. Je pense que dans l'organisation de ces maisons pluridisciplinaires, on pourrait trouver des solutions d'organisation, peut-être avec effectivement une personne dédiée qui n'est pas forcément, peut-être pas forcément un médecin, un autre professionnel. Et je crois, enfin, que on a essayé de le mettre en place dans certains lieux en France, et même pour résoudre un autre problème, en particulier de traiter les urgences, comment dire, les soins non programmés qui arrivent dans la maison pluridisciplinaire. Enfin, on avait l'exemple de la maison lorsqu'on a fait la préparation du PRS, là on est en discussion sur les soins non programmés. Moi, il y a un exemple qui m'a intéressé, c'est, je crois, à Clisson, où il y a un des médecins sur sa journée qui est consacré aux soins, aux soins urgents qui non programmés. Il a une salle spécifique où il y a tout le matériel. Et je trouve que ça, c'est vraiment de l'évolution intéressante pour favoriser comment dire, les parcours des personnes. Et c'est une réponse un peu pour diminuer la fréquentation des urgences, parce que sinon, tout le monde va aux urgences, hein, surtout lorsqu'il n'y a pas SOS médecin. C'est un plaidoyer pour l'exercice en groupe, organisé, et donc, voilà, d'être... Merci.